Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité et bienvenue dans ce JT politique au cours duquel nous recevons à ma gauche Garé Amadou. Garé est journaliste professionnel. Merci Garé d'être venu malgré vos calendriers surchargés. À ma droite, Maman Bacha, qui n'est plus aussi à présenter. Maman Bacha est le coordinateur national du réseau Espérance. C'est ça si je ne me trompe pas, Maman Bacha. Merci également d'être là. Mesdames et messieurs, l'adhésion du MNSD Nassara au programme de renaissance du président de la République, Issoufou Mahamadou, devient de plus en plus une réalité. Conformément aux dispositions prévues pour la circonstance, c'est en principe le jeudi 6 octobre prochain que le parti de Seyni Oumarou va rendre officiellement sa décision de rompre avec l'opposition et par la suite adhérer à la majorité présidentielle. Oui, le jeudi prochain, faut-il le rappeler, s'ouvre à l'hémicycle de l'Assemblée nationale les travaux de la session dite budgétaire de cette institution. La déclaration d'adhésion du MNSD Nassara en question sera lue par son groupe parlementaire. Alors, pour commencer, Maman Bacha, si cela se concrétise, on peut déjà s'attendre à la composition de la nouvelle équipe gouvernementale au cours de la semaine en cours. Bon, les deux événements peuvent ne pas être a priori liés, mais il va sans dire que l'adhésion du MNSD Nassara, qui a fait déjà une déclaration solennelle, où il précisait rejoindre désormais le camp présidentiel, il est évident que cela doit logiquement être suivi par l'adhésion au programme de renaissance, puisque c'est ce programme-là qui est en cours d'application en République du Niger comme étant la politique de l'État, c'est-à-dire la politique publique qui est en œuvre. À partir du moment où le MNSD rejoint le camp présidentiel, il est évident que il doit également adhérer à ces programmes-là. C'est juste une question de cohérence, puisque ce n'est pas, si vous voulez, une alliance préélectorale. Il s'agit bel et bien d'une alliance post-électorale, qui rejoint un camp déjà existant, qui a un programme et qui est en train de gouverner. C'est-à-dire maintenant, tout ce que le MNSD peut faire, en toute logique, c'est de demander la portion qu'on souhaiterait que lui il exécute en tant que plus grand parti après le parti au pouvoir, dans la mouvance présidentielle. Donc il est évident qu'en raison de l'envergure de ce parti là, qu'il puisse exiger, il faut le dire aussi, un certain nombre de portefeuilles et d'autres postes de nomination qui pourraient lui permettre de participer pleinement à la gouvernance qui est en cours en République du Niger. Très bien. Alors Garé, quel rôle a joué Abuja, puisque jusqu'à un moment les choses semblent en tout cas être bloquées, mais il a fallu que le président Issoufou et Seyni Oumarou en fait se rendent ensemble au Nigeria, face à face du président du Nigeria, afin que la date de la déclaration du groupe parlementaire soit connue. Oui, je ne sais pas si c'est lors de la visite du président au Nigeria que cette décision a été prise, mais déjà j'ai dit que le MNSD a déjà fait un grand pas en faisant la déclaration il y a quelques semaines, à laquelle, comme l'a dit Bachar, il disait vouloir rejoindre en tout cas la mouvance présidentielle. Donc depuis le moment là, vous avez vu la déclaration, ils ont bien précisé que le bureau politique a donné mandat au président du parti pour que les conditions de cette adhésion là soient établies avec le pouvoir. Je pense que les discussions continuent, n'est-ce pas? Et pour prouver qu'on est vraiment sur la bonne voie, c'est comme vous l'avez dit, c'est quand le président de la République était accompagné de ce numéro pour la visite au Nigeria. Donc ça veut dire que vraiment les relations entre les deux hommes sont redevenues au beau fixe et que la déclaration du MNSD est une déclaration qui suit une dynamique bien établie qui est en train de se poursuivre. C'est-à-dire que c'est un processus qui est là, qui est vraiment inexorable. Maintenant,
Est-ce qu'Abuja a joué un rôle? Moi, je pense que déjà, il n'y avait pas de problème. Puisque le MNSD avait déjà fait une déclaration. Je ne sais pas quel est le rôle que Abuja pourrait avoir joué pour que, par exemple, il y ait une déclaration le 6 octobre. Je pense qu'à partir du moment où le MNSD Nassara avait fait une déclaration d'adhésion, il était établi que dans le calendrier, dans le cadre, ils savent très bien qu'au sein de l'Assemblée nationale, un groupe parlementaire rejoigne un autre groupe parlementaire, c'est par déclaration que ça se fait. Il n'y a pas de problème, vous dites, et puis ça a pris tout ce temps? Non, c'est pas que ça a pris tout ce temps. Vous savez, on l'a déjà dit sur ce plateau, c'est pas parce que le MNSD Nassara a fait une déclaration d'adhésion, déclaration d'intention d'adhérer à la mouvance présidentielle le lundi, que les gens vont s'attendre à ce que le gouvernement soit formé le mardi. C'est un processus. Et vous avez vu, le bureau politique a dit, je le répète, qu'il a donné mandat au président du parti pour établir les conditions de la matérialisation de cette adhésion-là. Donc, après, ils ont fait cette déclaration-là. Maintenant, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que les discussions se poursuivent. Il faut prendre un temps, puisqu'il y a une équipe gouvernementale qui est déjà en place, qui a commencé à mettre en œuvre certains projets. Il y a des ministères qui ont été mis en place. Et certainement qu'à la faveur de la formation du prochain gouvernement dans lequel le MNSD va rentrer, il y aura un réaménagement, n'est-ce pas? Il y aura peut-être la taille des ministres, du nombre de ministres qui sera réduit. C'est-à-dire qu'au lieu de 40, peut-être que ça va être réduit, certainement, n'est-ce pas? Donc, dans tous les cas, ce qu'il faut faire de la place au MNSD Nassara, c'est indéniable. Et forcément, même si on maintient le nombre exact, le nombre actuel de ministres, s'il faut faire de la place au MNSD Nassara, c'est que certains vont perdre leur poste. Donc, et il faut donner à ces ministres-là qui sont en place le temps de prouver, voilà, de se préparer, de prouver aussi qu'ils veulent. Parce que bon, c'est pas bon. C'est-à-dire que c'est pas. C'est pourquoi je vous ai dit que ce dossier-là, c'est un dossier que le président Youssouf va gérer avec délicatesse, avec élégance, avec le sens de la diplomatie, parce que les alliés, il y a des alliés qui ont soutenu avant le deuxième tour, et il y a le MNSD Nassara qui vient maintenant. Bon, il faut pas froisser, il faut tout faire pour que le MNSD Nassara soit salué pour sa venue, mais il faut faire ménager les susceptibilités au sein de la MRN pour que les gens puissent un peu supporter cette épreuve-là. Donc c'est pour cela que ce n'est pas beaucoup de ministres qui n'ont même pas fait 6 mois qu'il soit débarqué, c'est clair. Mais il n'est même pas de l'intérêt du MNSD Nassara, puisque le MNSD Nassara vient renforcer la majorité présidentielle. Le MNSD Nassara n'a pas intérêt à ce que la majorité présidentielle s'effrite. Le MNSD Nassara n'a pas besoin qu'on dise qu'à cause d'elle, la majorité présidentielle s'effrite. Donc le MNSD Nassara va faire preuve de patience. Et puis il ne faut pas seulement voir le gouvernement, n'est-ce pas? Les gens sont en train de se focaliser sur la taille du gouvernement. Mais non, avant même qu'on ne forme le gouvernement, les cadres du MNSD Nassara peuvent être utilisés dans le cadre de beaucoup de choses, dans les départements, avant même la nomination, la formation du gouvernement. Donc déjà c'est faisable. Mais les gens, ils se focalisent sur le gouvernement comme si c'est ça. Non, il y a des postes, il y a beaucoup de postes pour lesquels on peut utiliser les cadres du MNSD Nassara. Très bien. Donc, moi je pense que Abuja, je ne pense pas qu'il y avait un problème pour que Buhari joue un rôle, pour que Singh et s'entendent. Non, ils s'entendent. C'est ça qui a expliqué la déclaration d'adhésion du MNSD Nassara. Et c'est ça qui explique le voyage que Singh Omar a fait avec Issoukou. Donc, vraiment, il n'y a pas de. Je ne pense pas que Buhari a joué un rôle. Très bien. Alors, Bachar, qu'est-ce qui peut expliquer le départ des deux hommes ensemble au Nigeria? Si Garé pense qu'il n'y a pas de problème, qu'est-ce qui peut justifier ce déplacement commun? Ok. Je pense que ça peut procéder d'une espèce de, si vous voulez, de création d'une garantie aux accords. C'est-à-dire on a l'impression que chaque fois que les hommes politiques s'entendent sur quelque chose, à partir d'un certain moment de la mise en œuvre de cet accord-là, il y a des frictions, des mésententes et finalement parfois il y a des accords sur l'accord lui-même. Donc maintenant, pour qu'il n'y ait pas des accords sur les accords, on va chez un voisin qui est bien stable, qui est bien assis dans son pouvoir pour lui demander son témoignage. Son témoignage est garant du respect de cet accord-là. Donc, à mon sens, ce voyage-là vers son excellence Buhari peut procéder de ces besoins-là, que chacun se sente en confiance vis-à-vis de l'autre, puisqu'il s'agit ici d'accords politiques. Et quand il y a accords politiques, les accords politiques particulièrement, si vous voulez, ils répondent à des exigences circonstancielles, à des
à des questions de contexte. Vous pouvez être en accord avec quelqu'un aujourd'hui sur une question précise, mais quand les données politiques changent sur le terrain, vous pouvez également réviser les accords. Donc pour ne pas être, si vous voulez, devant de situations de surprise, en tout cas plus ou moins désagréables, donc les deux parties se sont convenus certainement sur un arbitre qui, lui, personne ne doute de sa capacité donc à pouvoir constituer une garantie morale donc à ce sur quoi ils peuvent être convenus. Donc je pense que le recours à Bahari peut procéder de ces besoins-là. Ici, au plan interne, vous avez vu ce qui est devenu le médiateur national. Vous savez bien qu'il ne peut pas jouer le rôle de celui qui peut être le garant des accords entre le président Issoufou et M. Seyni Omar. Donc, il faut rechercher quelque part une personnalité d'une certaine envergure et qui a la matérialité de la gestion de l'État entre ses mains. Et je pense que c'est dans ce sens-là, pour le président Issoufou pour dire, bon, viens, on va aller chez quelqu'un qui est là à côté, qui est quand même un frère et qui dirige un des plus grands pays, un des plus puissants pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc lui, au moins, si je parle devant lui et je te dis que je te promets telle chose, tu vas me croire. Et Seyni Omar, M. Seyni Omar, donc peut dire, bon, puisqu'il s'agit de lui, je pense que compte tenu de tout ce qu'on dit de lui en termes d'intégrité, en termes vraiment de personnalité politique, de son envergure sous-régionale et tout, je pense que quand tu parles devant lui, je peux te croire. Très bien. Je crois que c'est bien compris. Alors Garé, est-ce qu'on peut faire la liaison entre les deux événements, puisque le Conseil national de dialogue politique se réunit dans quelques heures pour statuer sur les élections à venir? Est-ce qu'il y a une coïncidence à faire? Non, il n'y a pas de... Ce n'est pas lié, parce que le Conseil national de dialogue politique se réunit concernant les élections locales qui vont venir. Ça, c'est un sujet... La décision du ministre d'adhérer à la mouvance présidentielle est une décision souveraine. Elle ne souffre d'aucun truc pour qu'on fasse un CNDP à cause de ça. Non, le MNSD est indépendant, il est libre. Vous comprenez? Donc le CNDP là, c'est pour des questions d'intérêt national. Ça fait longtemps que le CNDP ne s'est pas réuni. Oui, mais les élections c'est en janvier. Et peut-être qu'il y a des problèmes concernant l'organisation de ces élections-là. Normalement, c'est le 20 janvier, mais peut-être qu'il y a des problèmes, ceux qui nécessitent l'organisation de cette réunion du CNDP pour que, en tout cas, on puisse mettre les bouchées doubles pour faire en sorte que les élections locales là ne puissent pas être entachées de problèmes. Certainement, c'est ça. Certainement que les partis politiques ont décelé des failles ou des anomalies qu'il faille corriger, et c'est pour cela que c'est... Mais ce n'est pas lié à la décision du ministre de rejoindre la mouvance présidentielle. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est consommé. Le ministre est indépendant, je l'ai dit, c'est une question d'un parti politique. La souveraineté d'un parti politique, c'est pas une question d'intérêt national comme les élections, non. C'est un parti qui décide quoi, il fait ce qu'il veut, il se dirige vers la direction qu'il veut, il s'est dirigé. Maintenant, comme l'a dit Bachar, peut-être que, pour revenir à cette visite au niveau du Nigeria, peut-être que les deux camps veulent se rassurer, n'est-ce pas? Bon, le MNSD veut se rassurer que les promesses que le président va faire, il va les tenir. De l'autre côté, le président veut se rassurer que si le MNSD vient, c'est pas pour le piéger ou c'est pas pour scier la machine de l'intérieur. Vous comprenez? Donc, maintenant, peut-être que cette visite-là a servi, Buhari est devenu le Sheda, le témoin principal de cet accord-là. Maintenant, demain, si l'une des deux parties remet en cause les accords, eh bien, celui qui a été témoin va prouver que voilà ce qu'il s'était dit. Voilà ce qu'il s'était dit, et que voilà, qui n'a pas honoré, qui n'a pas... Donc, moi, je pense que c'est de bonne guerre, n'est-ce pas? D'ailleurs, lorsque l'alliance entre Lumana et PNDS a eu lieu en 2011, il y avait eu un témoin aussi, il y avait des témoins devant lesquels cette alliance-là a été faite. Donc c'est un rituel, je crois, qui est normal, n'est-ce pas, entre partis politiques pour se rassurer. Très bien. Bon. Mesdames et messieurs, les fonctionnaires de l'État sont mécontents depuis quelques mois suite à la suppression de l'indemnité de responsabilité et bien d'autres. Les montants des indemnités qui sont coupés en fin du mois de septembre dernier
vont de 15 000 à 60 000 francs CFA selon la responsabilité du fonctionnaire. Jusqu'ici, les motivations du gouvernement de Brigitte Raffini restent totalement inconnues. Pendant que les travailleurs fustigent purement et simplement le caractère unilatéral des décisions prises par le gouvernement et le gouvernement de la 7e République, justement, de suspendre progressivement les indemnités et primes des agents de l'État, tout en lui rappelant que ces indemnités constituent des acquis arrachés de haute lutte par les travailleurs nigériens. Maman Bachar, comment vous trouvez cette façon de faire du gouvernement? Bon, en fait, les coupures opérées sur les revenus, puisqu'il faut parler des revenus des fonctionnaires, peut résulter de l'une des deux situations. Soit parce qu'on ne maîtrise pas suffisamment les fluctuations de positions de fonctionnaires, qui passent soit de la responsabilité à la non-responsabilité, auquel cas il faut faire une situation exhaustive, et pour faire la situation exhaustive il faut couper pour tout le monde. Maintenant ceux qui ont réellement droit vont réclamer, et donc là on va constater ceux qui ont effectivement droit, puisqu'il y a des situations, comme vous le savez, dans notre pays où on refuse jusque-là l'informatisation de l'ensemble du système, ou en tout cas parfois vous continuez à percevoir des indemnités liées à une fonction que vous n'exercez plus il y a plus de 5 ans de cela. Donc pour éviter ce genre de situation, et ils ont pensé, de mon point de vue, ils ne me l'ont pas dit, ils ont peut-être pensé qu'il fallait couper pour tout le monde. Maintenant ceux qui ont réellement droit vont réclamer, et on va constater en ce stade-là les réels bénéficiaires et se concentrer sur eux et eux uniquement. Ou bien alors il s'agit d'une option économique où on aura fait une simulation, c'est-à-dire en disant que puisqu'il y a des tensions de trésorerie, si on continue à payer ces volumes de salaire mensuels, on risque d'arriver à un moment où on ne pourra plus payer. Mais quand on fait une simulation, on voit qu'en coupant les indemnités liées aux responsabilités, peut-être on peut tenir jusqu'à un certain moment. Pendant une période donnée. Voilà, pendant une période donnée. Donc on va le faire. On va simuler des erreurs dans les calculs, et maintenant le temps que le trésor retrouve sa sérénité et sa santé d'antan, on va rétablir pour ceux à qui on aura coupé indûment les indemnités. Donc pour moi en tout cas, ça ne peut être que l'un ou l'autre des cas. Très bien. Garé, qu'est-ce qui peut justifier selon vous ces coupures, et pourquoi n'avoir pas d'abord averti les concernés, les fonctionnaires? Oui, je crois que selon les informations que nous avons eues, c'est la première option de Boschan qui était l'option que puisqu'il y a une note de service, il paraît, qui a été distribuée au niveau de tous les ministères. Il faut dire qu'il y aura une suspension des indemnités pour voir clair justement, puisqu'il y a des changements de responsabilité. Donc il faut que l'État puisse voir clair, puisque déjà avec le truc des contractuels où on a décelé 3 milliards, c'est que ça veut dire qu'il y a des anomalies partout. Il ne faut pas qu'on indexe les contractuels, c'est pas seulement au niveau des contractuels, il y en a partout des anomalies. Pour voir clair, on va suspendre les indemnités jusqu'à ce que la situation, l'État puisse voir clair, et après on va régulariser, c'est-à-dire que les gens vont récupérer leurs indemnités. Le seul problème, le seul hic, c'est que pour ceux qui ont droit, parce que c'est pas tout le monde qui a une responsabilité, il faut le dire, hein. Donc mais le problème, le hic, c'est que moi j'aurais voulu quand même que ça ne soit pas fait de façon aussi cavalière. C'est-à-dire qu'on aurait dû se concerter avec les syndicats, parce que ces gens-là qui ont été coupés sont des militants des syndicats. Et certainement, ils sont partis se plaindre au niveau de nos syndicats, et les syndicats ont commencé à bouger. Moi, je pense que même s'il y a une note de service qui a été adressée au niveau de tous les ministères, ce n'est pas négligeable de dire aux syndicats de réunir, puisque le ministère des Finances, c'est presque ses partenaires, n'est-ce pas, de réunir les syndicats et leur dire que bon voilà, pour une période de tel mois à tel mois, nous allons suspendre les indemnités de responsabilité parce que on ne voit pas très clair dans cette situation. Donc on a l'impression que des gens qui ont quitté une fonction continuent à percevoir les indemnités liées à cette fonction-là, alors qu'ils ont été remplacés, etc. Ou des gens qui sont décédés, d'autres. Donc il faut qu'on voit clair. Et maintenant, en associant les syndicats comprennent, et puis là, ça passe.
Mais le fait de l'avoir fait brusquement, c'est-à-dire que vous partez au guichet et puis vous constatez qu'on vous a enlevé 60 000, bon, c'est beaucoup. Bon, alors, ce que celui à qui on a enlevé 60 000, ça veut dire que c'est pas, il a un salaire de 400, 500 000, c'est clair. Donc, vous avez parlé de responsabilité, c'est pas tous les travailleurs qui. Oui, c'est pas tous les travailleurs, c'est clair. Qu'est-ce que vous appelez responsabilité? C'est quoi la responsabilité? Mais ce que je veux dire, c'est qu'on dit l'indemnité de ça. C'est-à-dire que bon, au niveau de la fonction publique, il y a les fonctionnaires simples et puis il y a les fonctionnaires qui occupent des chefs de service, des directeurs, oui, des directeurs, etc. C'est pas tout le monde ça. Donc c'est un cercle restreint, vous comprenez. Mais si l'État l'a fait, c'est parce que peut-être l'État veut voir clair. Le seul problème, c'est que dans la démarche, l'absence de communication avec les syndicats est à déplorer. Parce que je pense qu'il faut changer de stratégie. Si on veut engager des mesures qui concernent les fonctionnaires, il faut qu'à chaque fois qu'on puisse les associer. C'est pas le principe qui est mauvais, selon moi. Moi, je ne trouve pas mauvais qu'on puisse voir clair dans une situation. Mais je me dis, avant qu'on engage cela, puisque l'État est souverain, avant d'engager cela, eh bien, il faut informer les syndicats, les centrales syndicales que bon, voilà ce qui va être fait. Même si je sais que, leur avis, voilà, de façon officielle, quoi. Ça veut dire que certainement que les centrales syndicales ont vu cette note de service-là. Mais comme en syndicalisme, on fait comme si on n'a rien vu, eh bien, on vient sur on dit que non, on n'a pas été associé, mais certainement ils ont vu cette note-là. Mais ceux qui n'ont pas été associés officiellement, et je pense que c'est là où la démarche du ministère des Finances a péché. Je pense que dorénavant, il faut à chaque fois qu'une décision qui concerne les travailleurs va être engagée, il faut associer, il faut au moins informer les syndicats. Informer les syndicats, même si l'État est souverain, l'État peut décider à un certain moment, mais il faut au moins leur montrer que bon, l'État ne fait pas des décisions unilatérales ou c'est pas de la dictature. On vous informe que voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on peut faire, c'est une période. Et que ces coupures-là, il ne faut pas que vous pensiez que non, c'est fini. Non, non. Si on fait ces coupures-là pendant 6 mois, c'est lui qu'on va constater qu'il est dans son bon droit, et bien les 6 mois d'indemnité là seront réversés. Mais c'est clair, c'est évident. Donc, et tout cela, pour que ça puisse se comprendre, c'est pas le dialogue. Il faut informer les syndicats, il faut discuter avec, il faut dire aux gens. Voilà, c'est ce qui a manqué, voilà. Justement. Et le problème, justement, je voulais vous dire, c'est qu'au niveau de beaucoup de ministères, il y a un véritable problème de communication. Aujourd'hui, les seuls ministères qui communiquent réellement, qui font de la communication, ils se comptent sur les bouts du doigt, à part le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas? Et d'autres ministères qui ne dépassent pas 5, il n'y a pas beaucoup de ministères qui communiquent. La communication, c'est extrêmement important. Mais les gens le négligent. Et au niveau du ministère des Finances, c'est vraiment, tout est secret. Ça ne peut pas être secret. Par exemple, les gens sont en train de s'interroger la situation économique actuelle du pays. Quelle est la situation exacte? Mais il faut sortir, il faut nous dire que bon, les recettes douanières ont augmenté ou elles continuent à dégringoler. Il faut venir, il faut sortir, parler. Vous ne pouvez pas vous taire. Ça, c'est des choses qui concernent tout le monde. Sortez, la nation. Ça concerne toute la nation. Sortez, dites-nous quelle est la situation actuelle du pays. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que les recettes douanières sont en train d'augmenter? Est-ce que les recettes pétrolières sont en train d'augmenter? Sortez, faites la situation. Quelles sont les forces et les faiblesses? Voilà. Donc, mais il faut communiquer, il faut communiquer. Très bien. Bachar, est-ce que quelque part, l'État n'accuse pas les travailleurs justement quant au dysfonctionnement de l'administration à travers ces coupures des indemnités? Non, en fait, ce n'est pas lié. En ce qui concerne les dysfonctionnements ou la non-performance de l'administration, ça fait appel à un autre facteur. C'est précisément ceux qui sont chargés de gestion des ressources humaines dans ces différents services et qui doivent rendre compte de ce qui se passe exactement. Est-ce qu'il y a une bonne planification d'abord du travail? Est-ce qu'il y a une bonne répartition des tâches? Est-ce qu'il y a des outils d'évaluation qui sont là et qui permettent non seulement d'encadrer l'agent, d'évaluer ses performances et éventuellement le sanctionner soit positivement ou négativement? Est-ce que c'est cette norme-là qui est en application dans tous les services publics? Quand il n'y a pas de normes, évidemment, ça permet à tout un chacun de faire ce qu'il veut. Mais quand il y a un cahier de charges précis, correspondant à une responsabilité donnée ou à un poste donné, il y a un moment à partir duquel on s'arrête pour voir entre ce qui a été planifié, donc prévu et confié aux fonctionnaires, et le rendement auquel il a parvenu exactement. Donc,
on peut savoir si donc cette performance, si elle est positive, elle est liée à quoi, ou alors quand elle est négative, on recherche les raisons pour lesquelles il produit de la contre-performance. Est-ce qu'il n'est pas au poste correspondant à son profil, ou bien il y a des facteurs qui lui sont extérieurs et supérieurs qui lui ont empêché donc d'accomplir les tâches qui lui sont confiées. Il n'est pas suffisamment motivé, ou tout simplement c'est un fonctionnaire incompétent par rapport donc aux responsabilités qui lui sont confiées. Mais malheureusement, depuis la forte politisation de l'administration, il faut le dire, cette préoccupation-là n'est pas la plus fondamentale. C'est-à-dire, vous pouvez produire de la contre-performance si vous avez des soutiens politiques qui vous amènent au poste où vous êtes. Vous pouvez rester tant que donc ceux qui vous ont amené sont là. Et alors que par le passé, ce sont vos performances qui vous permettent de rester ou de quitter le poste auquel vous êtes. Donc, pour me résumer, je pense qu'il est important à ce qu'on responsabilise davantage les différentes directions des ressources humaines pour qu'ils ramènent cette culture donc de planification et cette culture d'évaluation et cette culture d'encadrement, puisqu'il peut y avoir des gens qui sont de très bonne volonté, mais ils ne sont pas suffisamment encadrés, c'est-à-dire ils ne sont pas orientés vers des objectifs précis qu'ils partagent eux-mêmes. Puisque une chose est de confier une tâche à un agent, mais une autre est de parvenir à le mettre dans la dynamique des objectifs qui sont recherchés à travers la tâche. Enfin, qu'il soit accompli, oui, qu'il soit lui-même convaincu que les objectifs là sont pertinents et qu'il a intérêt à pouvoir les atteindre pour que lui aussi il atteigne ses propres objectifs en tant que fonctionnaire. C'est-à-dire qu'il évolue en grade, qu'il parvienne à acquérir beaucoup plus d'expérience et donc de responsabilités et donc d'indemnité pour pouvoir donner le meilleur de lui-même. Mais quand il n'y a pas cette culture de planification, il n'y a pas cette culture d'évaluation, il n'y a pas cette culture de sanctions, donc de mérite ou de contre-performance, on ne peut pas produire la performance. Très bien, très bien. Gary, est-ce que ce comportement du gouvernement, quelque part, ne viole même pas le principe élémentaire du dialogue social? Non, mais il faut bien dire que quand même, une chose est sûre, c'est que le gouvernement a froissé les syndicats à travers cette mesure-là. Les syndicats sont mécontents. Et moi, je ne peux pas dire que le gouvernement n'a pas quelque part péché dans cette affaire-là. Parce que, je vous ai dit, quelle que soit la mesure, vous savez, c'est la communication qui est vraiment le moteur. Le moteur, c'est-à-dire communiquer. Même si vous allez prendre des mesures, il faut informer les gens. N'est-ce pas? C'est vrai, il y a eu des notes qui ont été distribuées au niveau de tous les ministères. Mais ces notes-là, c'est insuffisant. Hein? Les syndicats, même s'ils ont vu ces notes-là, ils font comme s'ils n'ont pas vu, parce qu'il n'y a pas eu officiellement de rencontre entre un comité qui a été mis en place, par exemple, au niveau du ministère des Finances, qui regroupe les cadres du ministère des Finances et les responsables des différentes centrales syndicales pour informer. Oui, voilà. Donc, comme il n'y a pas eu ça, bon, ils font comme s'ils n'ont pas vu. Je ne sais pas. Parce que les choses se font de façon officielle. Il faut communiquer. Il faut communiquer. Maintenant, si par exemple l'État décide que, bon, dans 6 mois, il y aura réduction des salaires des fonctionnaires. C'est un exemple que je prends. Je ne dis pas que c'est ça qui va être. Il ne faut pas que les gens commencent à qu'ils me lynchent. J'ai dit, je prends un exemple. Si l'État a l'intention, par exemple, de couper les salaires des fonctionnaires, je dis que bon, à partir de quel mois, on va dire, à partir de décembre, il y aura une diminution des salaires de 10%. Je répète, c'est un exemple. Eh bien, avant que ça ne soit fait, l'État réunit les centrales syndicales pour leur annoncer que voilà ce que je compte faire. Et surtout, voilà la raison pour laquelle je compte faire. Parce qu'il faut expliquer. Pourquoi? L'argument. Il faut convaincre. Donc, et voilà pourquoi je veux faire ça, voilà pourquoi je veux faire ça. Et en ce moment-là, les syndicats sont plus à même d'accepter et de faire ces sacrifices-là. Mais déjà, je crois que les syndicats sont dans une disposition où ils disent que bon, les sacrifices, ils ne sont pas contre, mais il faut que tout le monde fasse des sacrifices et jusqu'au plus haut niveau. Et ça, ils ont raison. Donc, maintenant, il faut donner le bon exemple. Et quand je dis le bon exemple, ça veut dire qu'en haut, c'est en haut, jusqu'à un peu en bas, jusqu'à l'Assemblée, etc., les députés, tout. Vraiment, quand tout le monde fait les fonctionnaires, quand c'est une dynamique d'ensemble, quand c'est un mouvement d'ensemble, les fonctionnaires sont plus à même de comprendre. Mais si on veut faire en sorte que les fonctionnaires seuls
fassent des sacrifices, je vous assure que ça va créer des problèmes. Ça va créer des remous sociaux. Les syndicats vont faire des grèves interminables. Et déjà, l'État dont les finances publiques sont complètement exsangues risque encore de subir de lourds préjudices financiers. Donc, je pense qu'il faut dialoguer, il faut informer. Et surtout, c'est parce qu'en informant, il faut essayer de convaincre. Comprenez? Très bien. Alors, Bachar, dans le cas où ces indemnités ne seront pas restituées aux bénéficiaires, est-ce que la décision est attaquable? Mais bien sûr, si vraiment c'est indûment que ça a été coupé, bien sûr, il y a les voies des recours qu'on peut exercer pour se voir rétablir dans ses droits. Ça, c'est une évidence. On est dans un état du droit. Et par contre, lorsqu'on aura perçu indûment, il faut s'attendre aussi au remboursement. Puisque, en fait, il y a longtemps, on n'applique pas ces types de dispositions-là. Vous pouvez passer 2 ans, 3 ans en train de prendre des indemnités qui ne correspondent plus à votre situation actuelle. Et c'est des fonds publics. Est-ce que c'est normal que vous preniez quelque chose que vous ne méritez pas, qui ne correspond plus à votre position actuelle? Mais on vous les verse, Maman Bachar. Non, mais si on vous les verse, vous avez une attitude citoyenne qui doit vous amener à aller déclarer votre situation exacte. C'est vrai que l'administration peut être défaillante, particulièrement au niveau de la direction des ressources humaines, où on doit constater justement les flux des changements de position au niveau des différents responsables. Hier, vous étiez par exemple directeur général. Aujourd'hui, vous êtes devenu fonctionnaire simple, sans responsabilité. C'est pas normal qu'on continue à vous verser les indemnités qui correspondent à celles d'un directeur général. Donc, si vous les prenez, vous-même, vous aurez fait un acte de malhonnêteté. Et même si l'administration est défaillante dans son fonctionnement, vous, en tant que citoyen honnête, intègre, vous devez aller déclarer que, bon, votre situation a changé. Hier, vous étiez DG, mais maintenant, vous ne l'êtes plus. Donc, on doit constater cet état de fait. Et malheureusement, beaucoup ne le font pas. Soit ils changent de responsabilité, ou vous avez même parfois des gens qui partent en études, d'autres qui prennent des disponibilités qui ne sont pas constatées, et vous avez même des cas de décédés dont on continue à verser les salaires. Donc il y a toute une situation qui est là, et on se demande même à qui profitent les crimes. Voilà. Puisque en fait, plus on alourdit les finances publiques, moins on rend l'État capable de supporter les charges. Et là, c'est ceux qui méritent dûment leur revenu, leur salaire, c'est eux qui vont en pâtir. Puisque si on arrive à un niveau où la machine va gripper, c'est-à-dire là où l'État ne serait plus à mesure de faire face à ses obligations, donc c'est tout le monde qui va en pâtir. Rappelez-vous des années 1999, où les gens ont fait 7 mois sans salaire, où on était témoin, on a vu de nos yeux comment les gens quittaient alors chez eux pour ne pas croiser les regards de leurs enfants du fait qu'ils n'ont rien à leur offrir. Rappelez-vous de ce moment-là où chaque matin vous voyez des femmes sortir ce qu'il y a dans le fond de leur chambre pour vendre et puis avoir de quoi subvenir au moins à l'habitance quotidienne de la famille. Donc au lieu de ça, il vaut mieux qu'il y ait des mesures correctives pouvant permettre une meilleure santé financière de l'État, de sorte que on puisse avoir au moins cette régularité-là, puisque vous savez, nos États, comment ils sont, dès que le salaire commence à devenir un problème, c'est le fonctionnement de l'État même qui devient problématique. Qui est perturbé. Vous vous rappelez que oui, donc je vais très rapidement. Vous vous rappelez que même cette histoire de corruption de l'administration a pu faire son ancrage au moment où les salaires étaient devenus difficiles, où les fonctionnaires n'étaient plus gênés de solliciter donc quelque chose des usagers en échange de services qu'ils doivent normalement rendre de manière gratuite, parce qu'ils sont là dans une position de fonctionnaire. Et pourtant, ils savent que c'est une infraction. Et la concussion, la corruption, tout ça là, c'est des infractions qui sont
disons, reconnu et puni par la loi. Par la loi, très bien. Si vous n'avez pas d'autre chose à regarder, on va procéder à un autre... Oui, ce que je vais quand même dire, quand vous avez dit que non, que ceux qui perçoivent les indemnités qu'on leur verse, c'est parce qu'on leur verse cela. Mais non, comme l'a dit Bachar, l'honnêteté voudrait que... Moi, je sais combien je gagne au niveau du journal événement. Vous savez combien vous gagnez au niveau du journal 24. Quand vous allez voir que sur votre salaire, vous augmentez beaucoup plus, vous allez vous demander qu'est-ce qui s'est passé. Vous allez informer d'abord qu'il doit que non, votre salaire on a augmenté, et que est-ce que c'est pas. Si on vous dit que ah non c'est une erreur, là vous comprenez que si on vous dit que ah non voilà la raison, et même ça on devait vous informer avant. Donc les choses sont très claires. Il y a un bulletin. Voilà, il y a un bulletin. Donc vous savez combien vous gagnez. Donc s'il y a une surprise, vous savez. Donc celui qui était directeur de tel département, n'est-ce pas, qui percevait par exemple 500 000 francs, n'est-ce pas, qui est maintenant remplacé, qui est devenu simple fonctionnaire, normalement il ne doit pas percevoir 500 000 francs de le salaire, parce que ça veut dire que les indemnités on va les diminuer. Donc lui, quand il voit ça et qu'il ne parle pas ce qu'il a été, comme il a dit, malhonnête, il faut être honnête. Vous comprenez? Et donc je pense qu'il faut que l'État fouille partout. Et on a vu ce qui se passe au niveau des contracteurs. Il faut qu'on fouille au niveau de tous les départements ministériels, au niveau de tous les fonctionnaires pour voir clair. Il y a eu des inspections, c'est vrai, par le passé, mais on a l'impression que le mal est en train de persister. Il faut qu'on tout soit clair pour que l'État puisse économiser. Parce que l'État arrive à un point où il n'a pas assez d'argent et qu'il faut qu'il fasse des économies. Et il faut qu'il voit ce qu'il y a d'anomalie dans le cadre des finances publiques pour pouvoir au moins se diminuer les charges. Très bien. Mesdames et messieurs, les deux principales compagnies nationales de téléphonie, à savoir Sonitel et Sahelcom, vont être fusionnées pour donner naissance à une seule entité dénommée Niger Telecom. L'objectif, selon le ministre concerné, est de gagner des parts de marché dans le secteur en Afrique de l'Ouest, mutualiser les ressources techniques, rendre l'opérateur national plus attractif, mais aussi et surtout de disposer d'un seul opérateur à l'instar des autres pays de la sous-région. Niger Telecom est doté d'un capital de départ de 23,5 milliards de francs CFA. La Société sahélienne de communication et la Société nigérienne de télécommunications avaient été nationalisées, rappelez-vous, en 2012. La Sonitel détient un quasi-monopole de fait sur la téléphonie fixe avec environ 155 490 abonnés, soit 97,77% de part de marché en fin 2014. En 2015, Sahelcom détenait environ 347 000 abonnés, loin derrière Airtel Niger avec 3,5 millions d'abonnés. Alors, ces deux sociétés nationales, Sonitel et Sahelcom, ont été dans le rouge de 2010 à 2015 avec un résultat net, disons, négatif d'environ moins de 2,5 milliards de francs CFA chacun en fin 2013. Alors, Bachar, est-ce qu'on peut dire que l'on s'achemine vers la fin des multiples escroqueries de certaines compagnies de téléphonie mobile installées au Niger, ou bien il faut attendre? Bon, mais je ne sais pas si vous faites le lien entre les deux. Mais tout ce que je sais, certainement, il a dû y avoir une étude diagnostique qui a pu démontrer que, en fait, les deux compagnies, toutes de l'État, en tout cas à capital majoritaire, pourraient être beaucoup plus performantes si elles devenaient une seule. Donc si elles étaient fusionnées, elles peuvent produire plus de résultats et certainement elles auront plus de capacités de pénétration donc en termes de part de marché. Puisque ce qui est aujourd'hui observable, c'est que c'est regrettable de constater que ces sociétés qui sont toutes d'État sont moins performantes que les sociétés privées auxquelles elles-mêmes vendent certains services. Donc c'est déplorable. Le problème se situe à quel niveau? Est-ce que c'est un problème de dynamique à l'intérieur de l'entreprise même, où les gens, au lieu de se comporter en vraie entreprise, donc qui a de l'offensive, qui propose des services de qualité et donc qui a un souci de résultat, donc au lieu de ce comportement, disais-je, les gens se comportent
en des barons fonctionnaires que tout le monde est obligé de venir vers eux. Non, je ne suis pas obligé d'aller vers toi parce que simplement tu es société d'État. J'évalue en termes de performance, en termes de qualité de service et en termes de niveau de satisfaction et de coût que tu me proposes pour faire mon choix. Et donc, il y a lieu de s'interroger véritablement pourquoi une telle contre-performance, puisque aujourd'hui, ça leur fait la publicité, si on regarde de près, Sahelcom est de loin l'opérateur qui offre des services de qualité à moindre coût. C'est le coût le moindre, 1 franc par seconde et vers tous les opérateurs, tous les réseaux. Aucun opérateur n'a pu le faire. Ils le font et jusqu'ici cela n'est pas suffisamment. C'est méconnu des citoyens et les gens s'empressent peu vers ces services-là. C'est la même chose pour la Poste. Aujourd'hui, la Poste, c'est elle qui offre le taux, en tout cas dans les transferts d'argent, le taux le moindre par rapport à tous les opérateurs de la place. Mais cela n'est pas connu. Chronopost, hein? Mais les gens, chaque fois, quand ils réfléchissent vers les autres. Et puisque peut-être Chronopost n'est pas suffisamment de proximité, il n'y en a pas un peu partout, et les gens n'ont pas une attitude de commerciaux, ils ont une attitude de fonctionnaires. Donc il faut que les agents publics qui sont dans les sociétés à caractère commercial comprennent que le commerce, c'est d'abord de l'offensive, c'est la satisfaction du client, ce n'est pas de l'arrogance. Donc il faut qu'ils changent d'attitude pour attirer plus les clients vers eux. Très bien. Alors Gary, est-ce que la fusion de ces deux compagnies ne va pas pousser certains des agents au chômage? Mais non. Je pense que, je ne sais pas, hein, le dossier, je ne l'ai pas suivi, je ne le maîtrise pas totalement, mais j'en connais quand même un brin. Mais ce qui est évident, c'est que si l'État décide de fusionner les deux sociétés, c'est que quelque part, c'est comme si la posture précédente n'avait pas marché. C'est-à-dire que la situation précédente n'a pas rendu satisfaction à l'État. Ça ne va pas. Donc, il faut fusionner pour faire en sorte que cette fois-ci, Niger Telecom, qui est la société qui va gérer Sahelcom et Sonitel, que Niger Telecom soit plus performante. Du reste, si vous visitez, on a tous voyagé dans d'autres pays, dans la plupart, vous voyez au Burkina, l'opérateur national, ça marche très bien. Au Mali, Malitel, ça marche très bien. Au Sénégal, ça marche très bien. Dans tous les pays, vous allez voir, l'opérateur national marche très bien. Le Niger est le seul pays où l'opérateur national ne marche pas. C'est pas normal cela. Et comme l'a dit Bachar, il faut faire une offensive. C'est-à-dire que le terrain des opérateurs de téléphonie mobile, c'est un combat acharné que les gens se mènent. C'est-à-dire qu'il faut, c'est un combat pour... D'abord, les gens disent que non, avec Sahelcom, le réseau n'est pas très étendu à l'intérieur du pays. Bon, il faut faire une offensive de ça. Peut-être qu'avec la création de cette nouvelle société-là, en tout cas des antennes seront installées à l'intérieur du pays pour que le réseau national soit largement couvert par Sahelcom. Parce que, comme il a dit, c'est Sahelcom qui donne le tarif le moins cher, le plus accessible, même dans les campagnes. Donc c'est ça qui va être... Maintenant, s'ils étendent les réseaux dans tout le pays, c'est à leur avantage. Et je crois que ce sera la mission peut-être de Niger Telecom. L'offensive va être de faire en sorte que le réseau Sahelcom soit étendu sur toute l'étendue du territoire. En ce moment-là, ils vont grappiller une part du marché que les opérateurs de téléphonie mobile qui ont aujourd'hui une large avance sur Sahelcom, n'est-ce pas? Je pense que c'est une bonne chose. Il faut savoir que quand même la fusion des deux sociétés, peut-être l'objectif que les autorités se sont fixés, c'est l'objectif noble, n'est-ce pas, de rentabilité, n'est-ce pas, et puis d'efficacité, de performance qui ont été prises en compte. Maintenant, est-ce que les travailleurs vont subir le coût de cette fusion-là? Je ne sais pas, mais j'imagine que Sahelcom quand même et Sonitel arrivent à gérer leur personnel, n'est-ce pas, avec ce qu'ils engrangent, vous comprenez? Ils arrivent quand même à gérer leur personnel. Et je ne pense pas que la fusion va faire en sorte que des gens soient, par exemple, mis de côté ou qu'ils soient compressés, comme on appelle ça. Non, mais je pense que l'État va gérer la situation. Et avec le budget conséquent qui a été prévu, je crois que c'est combien de milliards? Je pense que 23 milliards, je pense que les fonctionnaires, les agents vont voir la situation avec sérénité. Puisque du reste, pourquoi compresser? Puisque avec la nouvelle situation, ce que le Sahelcom
et Sonitel sont appelés à s'agrandir. Donc on aura besoin encore plus de personnel dans le cadre de cette offensive-là pour pouvoir gagner des parts de marché. Donc je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire. On a comme l'impression que vous voulez dire que Niger Telecom sera en quelque sorte une ouverture pour les jeunes diplômés du secteur. Mais c'est clair, parce que écoutez, si Sahelcom gagne des parts du marché, c'est que Sahelcom va recruter du personnel. Vous comprenez? Plus une société se porte bien, plus elle fait des extensions. Et plus elle fait des extensions, chaque extension nécessite vraiment du personnel. Donc je pense que si, avec Niger Telecom, on arrive à faire revivre Sahelcom, en tout cas lui donner un coup de pouce pour qu'elle puisse devenir compétitive comme les autres, je pense que les agents eux-mêmes et puis les jeunes diplômés nigériens qui ont fait de la télécommunication ou d'autres choses même, n'est-ce pas, vont pouvoir espérer être, en tout cas avoir des places au niveau de ces sociétés-là. Mais c'est une bonne chose que l'opérateur de téléphonie mobile nationale, les deux opérateurs, Sonitel et Sahelcom, puissent être quand même récupérés, qu'on puisse engager un processus qui va permettre leur survie et surtout leur revitalisation. Parce que comme je le dis, je le répète, je le dis une dernière fois, dans tous les pays de la sous-région, les opérateurs nationaux, ça marche très bien. C'est au Niger que ça ne marche pas. Très bien. Alors, Bachar, l'heure est à la désignation du futur premier directeur général de Niger Telecom. Alors, ce dernier aura du pain sur la planche, à défaut d'une véritable campagne de communication et de sensibilisation des populations sur l'importance de l'utilisation même du réseau national. Bon, je ne sais pas si vous faites le lien entre la désignation d'un nouveau DG et la performance de ce. Puisque c'est une nouvelle société, ce n'est plus c'est Niger Telecom. Il est évident que puisqu'il y a eu cette fusion-là, il y a d'abord ce qu'on appelle un plan social. Et je pense que si vous avez suivi le ministre Sadissou Yahouza, il a de fond en comble, en tout cas expliqué comment cela va se faire pour sécuriser les agents donc qui nécessairement ne seront plus utiles, en tout cas pour la nouvelle société. Il y a ceux parmi eux qui, bon, de leur propre intérêt même, il vaut mieux qu'ils aillent se reposer, puisque en fait les exigences technologiques auxquelles nous faisons face aujourd'hui les dépassent un peu, et entre-temps ils n'ont pas actualisé leurs connaissances. Et il y a aussi il faut les pousser à la retraite. Bon, il faut les pousser peut-être au départ volontaire ou à une reconversion, ou en tout cas à un plan social qui viserait à les prendre en charge adéquatement pour qu'ils ne soient pas donc au banc de touche, quoi. Pour appuyer votre mot, selon certaines presses, plus de 15% en tout cas des agents de la Sonitel sont vieux. Oui, et vraiment ils sont assez âgés. Et les exigences technologiques actuelles ne correspondent plus aux connaissances qu'eux ils ont acquises au moment où ils étaient sur le banc. Donc ils sont dépassés. Donc il y a une nécessité soit qu'ils actualisent leurs connaissances pour rester performants, ce qui me paraît un peu difficile pour certains, puisqu'ils ne veulent plus apprendre, ou alors qu'ils comprennent que en fait bon ils ne peuvent plus continuer, donc ils n'ont qu'à donc se reconvertir ou en tout cas viser autre chose, quoi, pour continuer leur existence. Mais j'ai dit que cela doit être appuyé par un plan social pour les sécuriser, puisque c'est des pères de famille, c'est des gens qui ont donné de leur temps, parfois 25 ans, 30 ans de carrière. Donc il y a vraiment lieu de reconnaître cela et de les protéger. Et de l'autre côté, c'est que quand on fusionne, normalement, on considère que tous les agents qui étaient là n'existent plus. C'est-à-dire c'est un nouveau recrutement, normalement, qu'on doit faire. Dans ce nouveau recrutement, il y a donc des profils qui doivent être dégagés par rapport à chaque poste et qui correspond à un besoin pratique. Pas forcément un besoin social, c'est-à-dire un besoin pratique. Est-ce que l'agent en question est bel et bien utile pour le fonctionnement de l'entreprise? Et c'est cela un peu, si vous voulez, la difficulté de ce qu'on appelle les sociétés d'État ou d'économie mixte. Du fait de la forte influence de l'État là-dedans, parfois le côté social prend
le devant sur le côté technique, sur le côté performance d'entreprise. Puisque une entreprise, c'est des résultats, ce n'est pas le social. Vous êtes payé donc pour un salaire que vous méritez correspondant à une tâche que vous avez accomplie. Et vous ne percevez pas tant que vous ne produisez pas. Donc il y a cette nécessité-là disons, de dégager les bons profils pour faire de bons recrutements, c'est-à-dire depuis la direction générale jusqu'au plus petit poste, comme on appelle les services clientèle. Il faut tout changer. C'est bien compris. Gary, en quelques minutes, qu'est-ce que cette nouvelle société, Niger Telecom, en tout cas, doit entreprendre pour que les Nigériens puissent vraiment consommer localement? Oui, mais déjà, comme l'a dit Bachar, c'est une nouvelle société avec un organigramme bien défini. Vous comprenez? Ce n'est pas que ça sera comme avant. Non, ça ne sera pas comme avant. C'est-à-dire qu'il y a un organigramme bien précis avec des postes, comme il a dit, des profils bien déterminés. Où maintenant, en fonction des compétences de certains cadres, on va les reverser on va dire, bon, désormais, dans la nouvelle société, vous occuperez cette société. Il faut associer la Alcia même dans le recrutement. Non, c'est-à-dire, il ne faut pas trop fatiguer la Alcia aussi. La Alcia ne peut pas tout faire. Vous comprenez? Donc, moi, je pense que déjà, ce sont des cadres qui sont là, qui sont en train de travailler au sein de la société. N'est-ce pas? Ce n'est pas des cadres qui vont venir d'ailleurs. Non, non. Ils sont déjà là. Maintenant, il s'agit de les redéployer dans le cadre de cette nouvelle société-là. Faire en sorte que des profils, maintenant, vous allez occuper telle fonction. Parce que, comme on l'a dit, Niger Telecom sera une nouvelle société qui va gérer le truc de comment on appelle ça là, la téléphonie mobile, et puis le téléphone fixe, et puis la fibre optique, etc. etc. Donc, c'est un nouvel organigramme, puisque l'autre option, l'option précédente, a échoué. C'est ça qu'il faut reconnaître. Ça veut dire que l'État était resté sur sa faim. Donc, cette nouvelle société-là va permettre de réparer toutes les erreurs du passé. Et donc, c'est vraiment une nouvelle configuration. Ce ne sera pas comme avant. Donc, je pense qu'il faudra que l'État vraiment déploie beaucoup d'efforts pour faire en sorte... Oui, dans tout ça, là, vous ne voyez pas la place de la Alcia? Non, je ne vois pas, puisque c'est pas... Sauf s'il y a de nouveaux recrutements qui vont se faire, c'est-à-dire sur la base de concours. Et là, ce n'est pas la Alcia qui décide de venir. Le ministre de la fonction publique là, qui a fait intervenir la Alcia, c'est lui qui a demandé à la Alcia. Sinon, la Alcia, c'est pas... Vous appelez le faire aussi. C'est pas dans ses attributions. Hein. Il faut bien que les gens... C'est pourquoi je dis, il ne faut pas la fatiguer. Elle a déjà sa mission à faire. Il ne faut pas qu'on lui... Maintenant, si le ministère des Télécommunications dit que bon, dans le cadre de la nouvelle société Niger Telecom, on va recruter de nouveaux agents. Eh bien, nous voudrons que l'Alcia vienne superviser ce concours-là. Là, c'est autre chose. Et c'est faisable. Là, c'est faisable. Très bien. Très bien. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de ce JT politique. Nous avions reçu Maman Bachar, le coordinateur national du réseau Espérance, et Gary Amadou, journaliste professionnel. Merci vraiment de votre fidélité. Merci également à vous, chers téléspectateurs, mais aussi à toute l'équipe en place. Et à la semaine prochaine, Dieu voulant.